La poussière s'élevait en colonne, tourbillonnant d'entre les bottes, les roues des charrettes et les sabots des chevaux fatigués. À midi, le soleil tapait sans pitié, tel une fer à cheval en fusion, et l'air tremblait au-dessus des toits de bois de Lineville, une petite ville perdue au milieu des collines et des prairies jaunâtres. Lineville menait sa vie habituelle. Certains tondaient les chevaux, d'autres portaient des barils d'agio aux portes du saloon, et d'autres encore se tenaient déjà sur la place, là où un encan était en préparation. La foule était bigarrée, des vieillards, de jeunes filles fermiers, des chasseurs, des commerçants toujours prêts à faire une bonne affaire. On entendait des rires, le crissement de la paille, des crachats dans la poussière, des conversations sur le prix du maïs et la politique à Washington. Mais tous n'attendaient qu'une chose, l'apparition de Carrie James. Elle s'attarda dans l'ombre de l'écurie, serrant les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Son cœur battait aussi fort que le jour où elle s'était retrouvée seule à la ferme pour la première fois. Le vent agitait sa simple robe bleue, le pan de tissu moulait ses hanches généreuses, et ses joues étaient écarlates de chaleur et de honte d'être ainsi exposées devant toute la ville. « Allez, Carrie, murmura-t-elle, ce n'est qu'une affaire ordinaire. » Le vieux chapeau de son père, à larges bords, usé mais projetant une ombre régulière, reposait un peu maladroitement sur sa tête. Elle le baissa un peu et, redressant le dos, s'avança sur la scène improvisée, une caisse de foin placée devant l'ancien magasin. Un silence s'installa, pas complet, mais tenace. « C'est bien cette Carrie » fit quelqu'un dans la foule. « Je ne l'avais pas vue depuis longtemps, » répondit un autre. « Elle a fleuri, mais plutôt en largeur. » Un rire parcourut les hommes, quelqu'un siffla, un autre grommela. Carrie se tenait là, sans ciller, sans détourner le regard. Elle entendait tout, chaque ricanement, chaque mot, mais elle ne bougea pas. Sa poitrine bouillonnait, mais son visage restait impassible. « Silence !» hurla le vieux notaire, en levant la main. « Nous avons une affaire ici, pas un cirque. La ferme James Ranch, 30 acres, un puits, une grange, une maison d'habitation, 2 chevaux, une vache, une partie de l'inventaire. Mise à prix, 400 $. Qui dit mieux ? » Le silence. Puis, « Sente !» cria une voix. Rire. « Cette terre ne vaut que de la poussière et des cactus !» cria quelqu'un. Carrie ne regardait pas autour d'elle. Elle se tenait immobile, le regard fixé devant elle, là où la rue commençait, s'étirant vers les prairies. Et c'est là, appuyé contre la clôture, qu'il se tenait. Luke Riley, un étranger. Grand, svelte, portant un long manteau poussiéreux et un chapeau à larges bords, qui dissimulait des yeux couleur de cuivre brûlé. Son visage était couvert d'une barbe de quelques heures au jour. Sa main reposait sur sa hanche, près de son étui. Il ne bougeait pas. Il observait seulement. Quelqu'un cria « Je donnerais 10 de plus si elle venait avec !» La foule éclata de rire. Carrie rougit, non de honte, mais de rage. Sa main tressaillit comme si elle voulait lancer quelque chose, mais elle se retint. Et là, une voix retentit, douce, calme, mais si puissante qu'elle fit taire instantanément même les plus bruyants. 500. Les voix s'éteignirent. Tous se retournèrent. Luc s'avança sans hâte, comme s'il allait prendre un verre au saloon. Ses talons claquaient bruyamment sur les planches du trottoir. Il retira son gant, leva la main. « 500, répéta-t-il, pour la ferme. Et pour que tu te taises, Gregson. » Aucun rire ne suivit, seulement un mouvement de surprise dans la foule. « C'est qui celui-là » siffla quelqu'un. « Un nouveau » demanda un autre. « J'ai entendu dire qu'il est arrivé hier. Il a acheté un cheval chez Stanley. » Le notaire hésita, puis hocha la tête. 500 une fois, 502 fois, 503 fois. Adjugé. Carrie ne comprit pas tout de suite que c'était la fin. Tout s'était passé si vite. Puis ce furent des chuchotements, des discussions, le mouvement de la foule.
tous commencèrent à se disperser. Et lui, il s'approcha simplement. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, retira son chapeau. « Luke Riley, dit-il. Enchanté, j'ai acheté votre ferme. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous restiez. » Elle le regarda. Son visage était hâlé, ses yeux perçants, mais sans jugement. Et il n'y avait pas la moindre moquerie dans ses paroles. « Restez ?» répéta-t-elle. Il hocha la tête. « Une terre sans maître n'est que poussière. Et vous savez comment la travailler. Moi, j'ai besoin d'un endroit où vivre. » Sans tir, sans bêtises. Vous connaissez cette région. Je sais comment entretenir une clôture et faire paître le bétail. Peut-être que nous pourrions nous entendre. Carrie ne répondit pas, mais quelque chose bougea en elle, quelque chose qu'elle avait gardé trop longtemps. « Vous n'avez même pas regardé la maison, » dit-elle. « Je l'ai vue. Et vous, cela m'a suffi. » La maison grinçait, telle une vieille personne fatiguée, qui n'avait plus personne à qui parler. Sur le porche, la poussière s'accumulait. Les braises s'éteignaient dans le poêle, et sur la vieille table, une seule tasse était posée. Une fine fissure parcourait son flanc, mais elle conservait encore la chaleur. Tout comme Carrie, 3 jours s'étaient écoulés depuis l'Anquin. Durant ce temps, les mots prononcés alors, « vous me convenez parfaitement », s'étaient incrustés en elle, non pas comme un simple écho, mais comme une écharde. Elle ne parvenait pas à décider si c'était une moquerie, une gentillesse inattendue, ou autre chose. Luc s'installa dans la grange de sa propre initiative. Elle lui avait proposé une chambre dans la maison. Après tout, c'était désormais sa ferme. Mais il avait simplement secoué la tête et dit « Un toit et des murs qui ne tremblent-ils pas au vent me suffisent. » Il parlait à peine. Le matin, il allait au champ. La journée, il réparait la clôture. Le soir, il nourrissait le bétail, inspectait la grange. Puis il se retirait dans l'étable, fermant la porte derrière lui. En silence, sans un mot de trop, comme une ombre plutôt qu'un homme. Mais c'était précisément cette réserve qui troublait Carrie. Il ne l'importunait pas de questions, n'essayait pas d'être poli. Il ne se retournait pas quand elle passait. Mais il remarquait tout. Un soir, elle trébucha en portant un seau d'eau du puits. Son talon glissa sur une pierre. Il était à 20 pas, près de la roue, en train de démonter un joug cassé. Il ne se retourna même pas. Mais 1 minute plus tard, quand elle se releva et continua son chemin, le seau parut plus léger. Il avait discrètement glissé son épaule et repris une partie du poids, sans dire un mot. Carrie n'était pas habituée à la présence silencieuse des hommes. Son père, Jonathan James, était un homme bruyant, avec une barbe jusqu'à la poitrine et une voix capable de couvrir un coup de feu. Il riait, jurait, chantait dans l'étable en nourrissant le bétail. Avec lui, la maison était vivante. Après sa mort, le silence, oppressant, s'incrustant dans les coins. Et maintenant, Luc, elle était entrée dans ce silence. Non pas comme une tempête, mais comme un vent, sec, de la steppe, prudent. Le 3e soir, il entra dans la maison. « Ça ne vous dérange pas si je mets la selle près du poêle. Elle est humide. Le cuir pourrait craquer. » « Bien sûr, » répondit Carrie en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il fait chaud ici. » Il hocha la tête, retira son chapeau, l'essuya avec sa manche et le posa à côté de la selle. Puis il se tint près du mur, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose. Elle l'observa. Son cou était hâlé, ses clavicules saillantes. On voyait qu'il avait vécu de la route, pas de la nourriture. Sa chemise était délavée, avec un trou soigneusement raccommodé, de couteau ou de balle, sur la poitrine. Et ses yeux. Il y avait de la fatigue en eux, mais sans amertume. Comme chez ceux qui ont beaucoup vu mais qui veulent encore vivre. « Le dîner est prêt, » dit-elle enfin. « Si vous ne mangez pas trop tard. »« Merci. » Il s'assit à table comme s'il ne voulait pas toucher les meubles, comme un invité.
La fourchette tinta contre l'assiette. Ils mangèrent en silence. Elle remarqua qu'il mangeait avec soin, mais rapidement, comme s'il était encore habitué à la nourriture de camp. Il laissait le pain, en arrachait un morceau et le reposait. Peut-être une habitude. « Vous auriez pu demander plus de sel, » dit-elle soudain. Il leva les yeux. « Vous m'en auriez donné ?» Elle esquissa un sourire. Pour la première fois depuis longtemps. Peut-être. Il sourit aussi, pour la première fois depuis son arrivée. Plus tard, quand il fut parti à la grange, elle resta seule près de la fenêtre. Dehors, c'était l'obscurité. Les étoiles pendaient de bas, et une virevoltante bruissait sur la route. Elle s'assit dans son fauteuil et pensa « Qui est-il vraiment? Pourquoi est-il venu? Pourquoi n'est-il pas parti ?» Mais elle ne posa pas de questions, ni à lui, ni à elle-même. Pas encore. Le 5e jour, la pluie arriva. Pas une faible pluie printanière, mais une vraie, avec le tonnerre, des gouttes cinglantes et de la boue sous les bottes. La maison grinçait, le vent hurlait, l'ossu tambourait sur le toit. Un courant d'air s'engouffrait par les fentes des fenêtres, et Carrie, enfilant son vieux manteau, sortit sur le porche pour ranger les seaux afin qu'ils ne débordent pas. Elle trébucha aussitôt. C'était mouillé, glissant, sa robe collait à ses jambes. À ce moment-là, quelqu'un la retint par le coude. « Luc, vous allez être trempé, dit-il. « Vous aussi, répondit-elle, mais elle ne retira pas sa main. Il la tenait fermement, mais doucement, comme on tient un cheval blessé que l'on ne veut pas effrayer. Un instant, et de nouveau le silence. Il retira sa main, lui rajusta le châle sur les épaules. « Faites attention. Ce seuil a besoin d'une planche depuis longtemps. »« Je sais, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus. Non pas de peur, mais à cause du silence, dans lequel quelque chose d'autre s'était soudain installé. Une chaleur. La sensation que quelqu'un était là, que la maison n'était plus vide. Le lendemain matin, ils réparèrent la clôture ensemble. Carrie apportait les planches, il les clouait. Ils travaillaient en silence. Seulement le bruit du marteau, le grincement du bois et les cris des corbeaux au-dessus du champ. Le vent était frais, avec une odeur de poussière et de fumier séché, le ciel limpide, comme un fusil nettoyé le dimanche. « Vous savez manier les clous depuis longtemps ?» demanda-t-il en recevant une autre planche d'elle. « Depuis que mon père s'est cassé le bras en 42, dit-elle. J'ai refait toute la clôture moi-même alors. Il ne faisait que s'asseoir et donner des ordres. Il buvait son thé et grommelait que je ne faisais rien selon les règles. Et vous, je faisais à ma manière. Et ensuite, il a dit que les poteaux tenaient plus solidement que les siens. » Luc sourit légèrement, c'était un sourire rare sourd, bref, comme un éclair, mais authentique. « Vous l'aimiez, remarqua-t-il. Beaucoup, acquiesça-t-elle. Même s'il grognait, même s'il gardait tout en lui, il savait se taire comme personne. Un peu comme vous. Il ne répondit pas. Il se contenta de clouer une planche et de regarder au loin. Plus tard, alors qu'ils descendaient à la grange pour vérifier la nourriture, Luc s'arrêta près du mur. Une vieille photographie y était accrochée, délavée, presque incolore. Un homme à la barbe fournie tenant une fillette d'une dizaine d'années. « C'est vous ?» demanda-t-il. Carrie s'approcha, hocha la tête. Maman était morte en couche. Nous étions seuls, lui et moi. Il ne quitta pas la photo des yeux. « Vous êtes forte. Plus que votre âge ne le laisserait penser. C'est la vie. Oui, c'est ça. Mot après mot, comme des pavés sur une route. Court, réservé. Mais chacun comme un clou dans une planche, il tient. Dans l'après-midi, quelque chose de presque imperceptible se produisit. Elle portait un lourd seau de grains, lui un sac de sel pour le bétail. Dans le passage entre les stalles, ils se heurtèrent un de l'épaule. Pas violemment, mais elle faillit laisser tomber le seau.
Il réussit à le rattraper. Et à cet instant, leurs mains se touchèrent. Un moment, peau contre peau. Une paume masculine chaude, rugueuse et forte enserra son poignet. Ils restèrent tous deux immobiles. À cet instant, il n'y eut pas de mots, seulement leur souffle, seulement ce même vent qui soufflait quelque part au-delà des murs, et leur regard, intime, comme dans une danse. Elle le regarda, et pour la première fois, elle n'essaya pas de se cacher, ne pensa pas à sa corpulence, à sa robe, à ses joues, aux blagues. Il regarda, et dans son regard, il n'y avait ni désir, ni pitié, seulement de l'attention et du respect. Il relâcha sa main. « Faites attention, » dit-il doucement. « Merci, » répondit-elle, tout aussi doucement. Le soir, ils dînèrent de nouveau ensemble. La lumière de la lampe projetait des ombres sur les murs. La vaisselle tinta un peu plus fort que nécessaire. Ils mangeaient en silence, elle aussi. Mais tous deux savaient, hein, le silence n'était plus vide. Il était plein. Quand il se leva pour partir, elle demanda « Vous avez vécu en ville auparavant ?» Il s'arrêta à mi-chemin de la porte. « Oui. Pas longtemps. Pourquoi êtes-vous parti ?»« Parce que j'étais quelqu'un que je ne voulais pas être. » Elle hocha la tête. « Vous vous sentez mieux ici ?» Il réfléchit, longuement. Puis il dit « Ici, c'est plus calme. » Et il partit à la grange. La nuit à Linville était claire. Les chiens n'aboyaient pas. Les rats ne bruissaient un pas. Et Carrie, allongée dans son lit sous sa lourde couverture, sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un respirait de nouveau dans la maison. Pas seulement vivait, mais respirait à ses côtés. Et c'était nouveau. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Mais elle savait, ils étaient désormais deux, et le silence n'était plus un ennemi. Février à Linville était sec, mais trompeur. Le soleil brillait généreusement le jour, tandis que la nuit, le givre goûtait des toits, transformant les sentiers en pièges de verre. Carrie avait appris à fermer les volets le soir et à ajouter une deuxième couverture sur son lit. Luc, lui, semblait dormir presque tout habillé, dans sa vieille veste et sa chemise, toujours prêt à se lever, à réagir, à disparaître. Elle le remarquait. Comment il jetait un coup d'œil par la fenêtre avant de dormir. Comment il vérifiait le seuil et la serrure de l'étable. Comment il gardait toujours son revolver à portée de main, mais sans jamais l'exposer. C'était un homme qui vivait à la frontière, entre l'avant et l'après, toujours un pas plus près de la fuite que du foyer. Ce matin-là, tout commença avec la chienne. La vieille Lassie, la chienne de chasse de son défunt père, aboya sur le porche comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle avait pourchassé un coyote 2 ans auparavant. Un aboiement véritablement anxieux, profond, comme celui d'un loup qui sent un étranger. Carrie posa son panier d'œufs brouillés et sortit sur le porche. Luc se tenait déjà près du poteau d'attache, une main sur le poteau. Un cavalier apparut sur la route, seul. Il avançait lentement, comme pour laisser le temps de l'observer. Le cheval était noir, bien entretenu. La selle citadine, avec des boucles brillantes. L'homme dessus, dans un long manteau de cuir avec un cigare aux lèvres. Il s'arrêta devant le portail, secoua la cendre de son cigare et dit « Eh bien, bonjour, Luke Riley. Je ne pensais pas que tu te retrouverais dans un trou pareil. » Luc ne bougea pas. Il se contenta de se redresser. Ses épaules devinrent de pierre. « Que veux-tu, Thomas ? J'étais de passage, c'est tout. J'ai entendu dire que tu avais acheté des terres ici. Je me suis dit que je viendrais te rendre visite. Peut-être que le bon vieux temps te manque. » Carrie se tenait immobile sur le porche. Ses doigts se crispèrent sur la rampe. « Qui est ça ?» demanda-t-elle en regardant Luc. Il ne répondit pas tout de suite. Il dit seulement doucement. « Un ancien partenaire. » « Partenaire de quoi ?»
Il la regarda pour la première fois vraiment sérieusement. D'affaires sont qu'il vaut mieux laisser derrière soi. Thomas descendit de cheval. « Pas de cinéma, Luc. Je ne suis pas là pour une rançon ni pour un coup de feu. Quoique, en voyant ta compagne, je constate que tu n'as pas perdu ton goût. Tu aimes les femmes qui ont la terre sous les ongles, n'est-ce pas ?» Carrie ne rougit pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle dit seulement « Surveillez votre langage, monsieur. Cette femme sait se servir d'une fourche. » Luc esquissa un sourire du coin des lèvres. Mais ses yeux ne riaient pas. « Thomas, dit-il, si tu es venu pour menacer, fais-le maintenant. Je ne fuis plus. Mais je n'oublie pas non plus. Calme-toi. Je viens avec une proposition. Une dernière affaire. Là où tu sais être bon. Je ne tire plus pour de l'argent. Alors, peut-être pour la vérité, il y a un homme là-bas qui a brûlé une ferme, tué un enfant de vieille dédé. On sait comment le monde fonctionne, la justice ne vient pas toujours avec un sceau. Silence. Luc le regardait comme un chasseur observe un serpent. Pas de peur, mais une analyse. Puis il prononça « Pars. Si je te revois, tu ne repartiras pas. » Thomas ricana, cracha par terre. « Ah, c'est comme ça. On t'a apprivoisé, Luc. D'accord. Qu'il en soit ainsi. Mais souviens-toi, le passé ne s'en va pas toujours. Parfois, il fait juste un détour. » Il monta à cheval et s'éloigna sans hâte. Carrie et Luc restèrent seuls. Elle tenait toujours la rampe. « Vous étiez un tireur ?» Il s'approcha. L'ombre de son chapeau couvrait presque entièrement son visage. « Oui, il y a longtemps. Je travaillais avec lui. On était payé pour des missions, parfois, pour le sang. À l'époque, il me semblait que c'était juste. Que la justice, c'était un canon. Et maintenant, je veux que la maison sente le pain le matin, pas le brûler, et que le chien aboie après un coyote, pas après un cavalier, avec des fantômes derrière lui. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha simplement et posa sa main sur la sienne. Simplement et sans mots. Il ne la retira pas. Plus tard, le soir, alors que le vent hurlait de nouveau sur les prairies, ils étaient assis près du foyer. Lui, avec une tasse de café. Elle, avec une broderie entre les mains qu'elle n'avait pas touchée depuis l'automne. Ils ne parlaient pas. Ils étaient juste assis, ensemble. Mais dans leur silence, il y avait plus que dans 100 conversations. Il n'était pas parti, et elle savait. Il était resté non pas parce qu'il n'avait nulle part où aller, mais parce qu'il avait enfin trouvé l'endroit où il voulait être. Cela commença à midi, par un son sourd, comme si quelqu'un traînait un tonneau sur un chemin de pierre quelque part dans le ciel. Puis le ciel noircit, non pas d'un gris de pluie ordinaire, mais d'un noir profond, comme de l'encre. L'air s'épaissit, devint dense comme de la pâte, et cessa de bouger. Carrie sortit sur le porche, essuyant ses mains sur son tablier. Luc se tenait déjà au bord du champ, serrant son chapeau sur sa tête, et regardait vers le haut. Sa silhouette semblait sculptée dans le bois, immobile, tendue. « Il va y avoir une tempête, » dit-elle, sans poser de questions. « Oui, forte. » Il regarda la maison, puis la grange. « Il faut renforcer les volets, les animaux, à l'étable. Tout ce qui peut s'envoler, à l'intérieur. Nous avons environ 2 heures. » Pas plus. En 1 heure, une véritable opération se déploya à la ferme. Luc et Carrie travaillaient en parfaite harmonie, comme s'ils avaient fait cela ensemble toute leur vie. Ils clouaient des planches en croix sur les fenêtres, tandis qu'elle entassait les sacs de grains, les montant un par un dans la grange où l'on stockait le foin. La poussière s'élevait en nuages, ses cheveux s'échappaient de sa tresse. Son visage était mouillé, soit de sueur, soit de tension. Les chiens hurlaient nerveusement. Il fallut forcer la vache à entrer dans l'étable. Elle s'était cabrée, refusant d'avancer. Mais Luc s'en était rapidement occupé. Lui saisissant la corne,
et lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Carrie observait. Il n'était pas brutal, mais fort. Et cela le distinguait de la plupart des hommes qu'elle connaissait. Quand le ciel fut déchiré par le premier coup de tonnerre et que les premières gouttes frappèrent sur le toit, ils étaient déjà à l'intérieur. Toutes les fenêtres étaient fermées, toutes les portes renforcées. Mais ce n'était que le début. La pluie frappait comme un fouet, l'eau dévalait des toits comme d'un barrage, le vent hurlait, grinçait et raflait. La maison tremblait, comme si elle voulait s'enfoncer dans le sol. « Le foin !» cria Carrie. « Dans la grange, il n'est pas couvert. Il prendra feu si la foudre frappe. »« J'y vais seul, » coupa Luc. « Non, je viens avec vous. » Ils se précipitèrent sous la pluie battante. Leurs ponchos claquaient comme des voiles. La boue glissait sous leurs pieds. Leurs cheveux collaient à leur front. Le vent les déséquilibrait, mais ils couraient. La grange était au bord de la propriété. Quand ils s'y engouffrèrent, l'un des murs vacillait déjà. « Aidez-moi » cria-t-elle en désignant les balles de foin. « Il faut les déplacer vers le mur nord. » Ils transportèrent le foin, le jetèrent, le consolidèrent. Le tonnerre déchirait le ciel, et une fois, la foudre frappa si près que les planches sous leurs pieds se tressaillirent. Carrie poussa un cri, trébucha, et à ce moment, Luc la rattrapa, l'enlaça comme un enfant, la serra contre sa poitrine. « Ça va, » murmura-t-il. « Je vous tiens. » Elle sentit son cœur battant comme celui d'un étalon. Sa main sur son dos, l'autre sur son cou, la protégeant. Ils restèrent ainsi quelques secondes avant de se jeter de nouveau à la tâche. Quand la tempête commença enfin à s'apaiser, la grange bourdonnait comme une ruche. Ils étaient assis sur le foin, tous deux mouillés, sales, mais vivants. Carrie essayait de reprendre son souffle. Luc essora la manche de sa veste comme un chiffon et dit « Vous êtes une femme folle. Qui d'autre courait sous la tempête pour du foin? Celle qui connaît le prix de chaque cheval de cette ferme. » Il la regarda, attentivement, longuement. Puis il dit « Vous êtes plus forte que vous ne le paraissez, et vous m'avez semblé forte dès le début. » Elle se détourna, mais ses yeux étaient humides, et non de pluie. « Vous n'avez jamais ri de moi. Pourquoi aurais-je ri? Vous êtes comme la terre, douce quand il le faut et dure quand c'est nécessaire. Sur une telle terre, je construirais une maison. » Elle le regarda, de près, droit dans les yeux. « Il peut être que vous la construirez. » Et le silence régna de nouveau, non pas comme avant, non pas vide, mais chaud. Tard dans la soirée, de retour à la maison, Carrie se changea pour des vêtements secs. Luc resta sur la véranda, assis sur les marches, les yeux clos, tandis que le vent jouait ses derniers accords. Elle s'approcha de lui avec une tasse de thé chaud. « Tenez, » dit-elle, « pour ne pas prendre froid. » Il la prit, but une gorgée, resta silencieux. « Merci, pour tout. » Elle s'assit à côté de lui. 2 tasses, 2 ombres, 2 solitudes, désormais plus si solitaires. Et la nuit, il ne retourna pas à la grange. Il resta dans la maison, sur le vieux canapé, enveloppé dans une couverture. Elle ne demanda pas pourquoi, et il n'expliqua pas. Mais à partir de ce soir-là, il n'y avait plus de mur entre eux. La tempête n'avait pas seulement emporté des toits, elle avait balayé ce qui les séparait l'un de l'autre. Et maintenant, ils respiraient le même air, dans le même silence. Le printemps arriva vite. Presque brusquement, la neige avait fondu en 3 jours, et une semaine plus tard déjà, la verdure perçait la terre, comme si tout ce qui était mort avait décidé de ressusciter d'un coup. L'air se remplit d'humidité, de fumier chaud, du bourdonnement des insectes, et de la rivière parvint le premier coup de sifflet, signe que les glaces étaient parties et que la vie reprenait. À la ferme, il y avait du travail par-dessus la tête.
préparation des semailles, réparation du toit, tri des graines. Carrie travaillait comme une forcenée, du matin au soir. Luc aussi. Mais quelque chose avait changé en lui. Il devenait plus silencieux. Regardait plus longtemps l'horizon. Il passait de longs moments à manipuler son arme dans la grange, alors qu'il la touchait à peine auparavant. Une fois, Carrie le surprit accroupi devant la selle. Il caressait le cuir du doigt, comme s'il se remémorait ce que c'était que d'être de nouveau en selle sur la route, et non pas au même endroit. Elle le sentait de tout son corps. Il hésitait. Un jour en ville, près du magasin, Luc croisa Thomas. Encore une fois. Celui-ci se tenait près d'une charrette, fumant, comme à son habitude. Mais il n'était plus seul. Avec lui se trouvait un homme en manteau jusqu'aux genoux et un chapeau à bords droits. Son visage était inconnu. Il parlait lentement, avec un accent de l'Est. « Monsieur Riley ?» prononça l'homme. « J'ai entendu dire que vous étiez quelqu'un d'important. Nous avons une question délicate à résoudre. Nous payons bien. » « Très bien. » Luc ne répondit pas. Thomas ajouta « 500 pour une journée de travail. » Sans effusion de sang. Juste pour convaincre un homme d'affaires de revoir ses plans. Vous savez convaincre. Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Et si elles devenaient les vôtres, murmura Thomas. Si elles atteignaient votre maison, la sienne. Il partit sans attendre de réponse. Ce soir-là, Luc rentra tard. Carrie était assise sur le porche, en train de tricoter. Le fil s'était cassé, et elle ne l'avait pas remarqué. Une seule pensée martelait son esprit. Il allait partir. Elle le sentait, elle le savait. Elle le savait douloureusement. Il s'assit à côté d'elle. Il sentait la poudre et la ville. « Demain, je vais à Linville, » dit-il. « J'ai une affaire à régler. Pour un jour. Peut-être deux. » Elle hocha la tête. « Bien sûr. » Silence. Il ne dit pas de quelle affaire il s'agissait. Il ne dit pas pourquoi il ne la regardait pas dans les yeux. Elle ne posa pas de questions. Mais quand il se leva pour aller à la grange, elle prononça tout de même « Vous ne devriez pas rester pour moi. » Il s'arrêta. De dos. Les mots ne vinrent pas tout de suite. Puis, « Je ne reste pas. J'ai juste trouvé l'endroit où je veux être. » Il partit à l'aube. Sans adieu. Juste une note dans la cuisine. « Je serai de retour avant vendredi. Garde-la si loin des poules. Elle a encore rongé une caisse hier. » Carrie lut, incapable de comprendre, était-il parti pour toujours? Ou reviendrait-il vraiment? Elle ne dormit pas pendant 4 nuits. Elle travailla jusqu'à l'épuisement. Elle répara les clôtures, porta l'eau, prépara la soupe, nourrit les animaux. Tout dans le silence. Sans lui, sans ses pas sur la véranda, sans le bruissement de la selle dans la grange, sans ce regard qui parfois s'attardait plus longtemps que d'habitude. Il revint le vendredi, au coucher du soleil. Elle se tenait près du puits, s'essuyant les mains. Elle vit un cheval poussiéreux d'abord, une ombre, puis une silhouette. Il était sale, fatigué, avec une main éraflée. Mais ses yeux, clairs, calmes. Il descendit de cheval, jeta la reine. « Tout est resté réglé, » dit-il. « Vivant ? Oui, libre. » Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête. Puis elle se détourna, comme si elle retournait au puits. Mais son visage tremblait, pas de larmes, mais du fait qu'il était revenu. Il était resté. Plus tard, pendant le dîner, il dit « Thomas est parti. Il ne reviendra plus. Je lui ai fait comprendre. » Avec des mots? Pas seulement. Silence. Elle hocha la tête. Puis, comme en passant, il ajouta « J'ai vendu mon revolver. » Elle leva les yeux. « Vendu ?» Il hocha la tête. « Là où je vis maintenant, je n'ai pas besoin d'une arme à la ceinture. J'ai besoin d'une maison, et de vous dedans. » Elle ne répondit pas. Elle ne se précipita pas vers lui. Elle ne fondit pas en larmes. Elle prit seulement sa main,
en silence. Il serra la sienne, et tout se mit en place. À l'aube, une légère brume s'éleva au-dessus de la prairie. Le soleil ne s'était pas encore montré, mais le ciel était devenu clair, comme l'ourlet d'une chemise lavée que Carrie étendait pour sécher derrière la maison. L'air était dense, chaud, avec des odeurs de terre humide, de paille et de pain frais. Depuis que Luc avait réparé le four, la cuisson était revenue dans sa vie. La maison n'était plus vide. Le grincement des planchers ne l'effrayait plus. Les pas dans la cour ne l'alarmaient plus. Et le tintement du seau dans le puits, au contraire, lui procurait un sentiment de paix. On y vivait de nouveau. Carrie se réveilla plus tôt que d'habitude, avant même que le coq n'ait eu le temps de chanter. Ses cheveux étaient détachés. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne les avait pas tressés pour la nuit. Elle descendit pieds nus, enfila la vieille chemise de son père par-dessus sa chemise de nuit et sortit sur le porche. Luc était assis près de la véranda, comme toujours, à 7 heures. Dans ses mains, une tasse de café, vieille, avec un bord ébréché. À côté, sa selle préparée. Il ne portait plus d'armes, mais par habitude, il vérifiait sa selle chaque matin, juste pour ne pas oublier qui il était. « Vous ne dormez pas » demanda-t-elle. « Je ne peux pas. Le silence est trop juste. »« Ça vous effraie » ?»« Non, c'est juste inhabituel. » Elle s'assit à côté de lui. Ses cheveux lui chatouillaient que les épaules, mais elle ne les arrangea pas. Tant pis. Il la regarda sans détourner le regard. Et elle ne se cachait pas. « Dans 2 jours, c'est le mariage, » dit-elle. Il hocha la tête, légèrement, comme si ce n'était pas le plus grand événement de la vie, mais juste une étape de plus, comme apporter du bois ou libérer les poules. « Prête ? » ?»« Oui. »« Et vous ?» Il posa sa tasse sur la rambarde. « Je le savais dès le premier jour. »« Lequel ?» Il regarda vers la prairie. « Et celui où vous vous teniez sur la caisse, fière, en colère et silencieuse, pendant qu'on se moquait de vous. J'ai pensé alors, si elle a supporté ça, elle me supportera aussi. » Elle sourit, doucement, d'un sourire féminin. « Et moi, je l'ai su quand vous n'avez pas commencé à me regarder comme une curiosité. » « Comment, alors ? Comme une égale, comme une femme, pas un objet. » Il la regarda, longuement. « Vous êtes la terre. Celle pour laquelle on se battrait jusqu'à la mort. Et vous êtes l'ombre, celle qui a finalement décidé de rester. » Le jour du mariage fut calme, sans orchestre, sans ruban. Juste eux deux, le pasteur, une connaissance de son père, et quelques voisins. Des chapeaux, des robes simples, une tarte cuite au four. Carrick était en bleu, pas en blanc, parce que c'était la robe de sa mère. Elle l'avait ourlée la nuit avant la tempête, comme si elle avait senti que le moment viendrait où elle en aurait besoin. Luc se tenait là, chemise propre et gilet, cheveux lissés par l'ouïe, son chapeau à la main. Il ne prononça pas de longs serments. Il dit seulement « Je ne sais pas parler joliment, mais je resterai, tant que tu m'appelleras. » Le pasteur hocha la tête, et rien de plus n'était nécessaire. Le soir, ils dansèrent sur le porche, sans musique, juste au murmure des herbes et au crépitement de la lanterne. Il la tenait par la taille, fermement, mais tendrement. Elle posa sa tête sur sa poitrine. « Tu sais, » dit-elle, « je n'aurais jamais cru que quelqu'un me dirait un jour que je lui convenais parfaitement. Surtout de manière à ce que cela ne blesse pas l'oreille, mais guérisse. » Il ne répondit pas. Il se pensa seulement et effleura son front de ses lèvres. « Tu es ma place. Enfin. » Et le lendemain matin, tout continua. La ferme, les animaux, les petits déjeuners, la poussière sur les bottes, les mains éraflées. Mais maintenant, tout cela, c'était ensemble. Il ne regardait plus la route, et elle ne ressentait plus la solitude, même dans le silence.
Et quand le vent s'apaisait de nouveau sur la prairie, on n'entendait qu'une seule chose, deux cœurs, le même rythme, là où l'on reste.